Dans l'univers impitoyable du pouvoir et de la politique, les familles célèbres bâtissent des empires sur des secrets bien gardés, mais parfois, une voix brise le silence, révélant des fractures inattendues. L'histoire de Marianne Trump Barry, sœur aînée de Donald Trump, est un récit explosif mêlant loyauté familiale, carrière judiciaire et critiques acerbes, transformant une vie discrète en un drame public. Ce n'est pas un ragot de tabloïd, mais une saga intime qui expose les tensions au sein de la famille Trump. De sa naissance dans le Queens en 1937 à sa mort en 2023, en passant par les enregistrements secrets de 2020 et les scandales fiscaux, plongée avec au cœur des stars dans une histoire qui a changé la perception d'un empire, révélant des vérités dérangeantes. Le monde du pouvoir politique est un théâtre d'illusions où les apparences soigneusement orchestrées masquent des réalités complexes et souvent douloureuses. Dans ce décor, la famille Trump, avec son empire immobilier et sa notoriété médiatique, incarne l'ambition démesurée, mais aussi les tensions invisibles qui fissurent les dynasties les plus puissantes. Marianne Trump Barry, sœur aînée de l'ancien président américain Donald Trump, a brisé des décennies de silence avant sa mort, avec des confidences qui ont ébranlé les fondations même de cette famille. Un clan dont l'image d'unité et de triomphe a été minutieusement construite sur les bases de l'ambition de leur père, Fred Trump. Ces révélations, surgies comme un éclair dans un ciel orageux, ont arraché les couches de secrets accumulés au fil des années, exposant des fractures profondes que personne, ni les médias ni les observateurs, n'auraient imaginées dans une dynastie projetant une façade d'infaillibilité. Transformant des tensions familiales privées, des murmures échangés dans les salons cossus du Queens ou les bureaux feutrés de Manhattan, en un drame public retentissant, ce qu'elle a osé dire a bouleversé non seulement les Trump, mais aussi la perception mondiale d'un empire bâti sur le charisme, la controverse et l'opportunisme. Les répercussions de ces mots, lâchés dans l'intimité mais amplifiés par une presse avide, se font encore sentir en 2025, résonnant comme un écho persistant dans les débats sur l'honnêteté, la loyauté familiale et l'héritage d'une dynastie scrutée à la loupe dans un monde où chaque geste est disséqué par les caméras et les réseaux sociaux. Marianne Trump Barry, juge fédérale à la retraite et figure respectée du système judiciaire américain, a été retrouvée morte dans son appartement de Manhattan, sur l'Upper East Side, un quartier huppé où les immeubles historiques côtoient les boutiques de luxe et les restaurants étoilés, le lundi 13 novembre 2023. À 86 ans, elle vivait retirée, loin des projecteurs qui avaient si souvent illuminé son frère cadet, Donald, une superstar politique dont la présence dominait les unes des journaux. La police, alertée par un appel d'urgence d'un voisin inquiet, est intervenue à sa résidence de la 5e avenue, un bâtiment élégant aux façades ornées de pierres taillées, peu avant 8 heures du matin. Les officiers l'ont découverte inanimée dans sa chambre, allongée sur un lit impeccablement fait, entourée de photos de famille soigneusement encadrées, ses enfants, ses petits-enfants, et des souvenirs d'une vie marquée par le devoir, et de piles de livres de droit usés par des décennies de lecture attentive. Son décès a été prononcé sur place par les services médicaux, dans un silence solennel qui contrastait avec la vie tumultueuse et médiatisée de sa famille. Aucun signe de traumatisme n'a été relevé, suggérant une mort naturelle, peut-être liée à l'âge avancé ou à une maladie non divulguée, bien que les détails précis n'aient jamais été rendus publics, respectant l'intimité d'une femme qui avait toujours fui les feux de la rampe avec une détermination farouche. La Cour d'appel des États-Unis pour le 3e circuit, où Barry a siégé jusqu'à sa retraite en 2019, a rendu un hommage vibrant, la décrivant comme une personnalité hors du commun dans la salle d'audience, incroyablement intelligente, passionnée par le droit et dévouée à garantir une justice égale pour tous, sans distinction de race, de classe ou d'origine. Ce tribut officiel soulignait son engagement inébranlable pour l'équité, un pilier de sa carrière de plus de 4 décennies qui avait marqué des générations d'avocats et de juges, et inspiré des femmes dans un domaine encore dominé par les hommes. Née le 5 avril 1937 dans le Queens, à New York, dans le quartier de Jamaica Estate, un enclave de maisons cossues au milieu d'un borough ouvrier, Marianne était la première des 5 enfants de Fred Trump, un promoteur immobilier impitoyable qui transforma des terrains vacants en immeubles rentables, bâtissant un empire à la force de son ambition, et de Marianne MacLeod Trump, une immigrée écossaise des îles Hébrides, arrivée aux États-Unis avec peu mais dotée d'une résilience forgée par une enfance marquée par la pauvreté. Dans leur maison spacieuse mais austère, Fred imposait une discipline quasi militaire, prêchant le succès à tout prix, martelant à ses enfants que perdre n'était pas une option. Marianne, avec son accent écossais chantant, apportait une touche de chaleur, partageant des récits de son enfance insulaire autour de plats traditionnels comme des scones dorés ou du hagis fumant, offrant un contrepoids à l'austérité paternelle. Marianne, l'aînée, grandit entre ces deux mondes, absorbant l'ambition de son père et la ténacité de sa mère, développant une intelligence vive et une soif d'indépendance qui la distinguait dans une famille où les garçons, comme Donald, étaient souvent placés sous les projecteurs. Elle a étudié au Mount Holyoke College, un établissement prestigieux pour femmes dans le Massachusetts, où elle s'immergeait dans la littérature anglaise, affinant son esprit analytique et sa maîtrise de la langue, des outils qui deviendraient essentiels dans sa carrière juridique. Diplômée en 1958,
Elle choisit une voie académique plutôt que l'immobilier familial, un acte de rébellion subtil contre les attentes paternelles. À l'Université Columbia, elle décrocha une maîtrise en 1962, naviguant un monde académique où les femmes étaient rares, confrontées à des professeurs sceptiques et à des camarades compétitifs. Puis, en tant que mère célibataire élevant son fils David, né de son mariage avec David Barry, un homme d'affaires discret décédé en 1989, elle intégra la faculté de droit de Hofstra University, sur Long Island, obtenant son diplôme en 1974 à l'âge de 37 ans. Ce parcours, dans un milieu juridique encore largement masculin, témoignait de sa ténacité, forgée par l'éducation stricte de Fred et la résilience de Marianne, qui lui apprirent à ne jamais céder face aux obstacles, qu'il s'agisse de jongler entre des études exigeantes et l'éducation d'un enfant ou de faire face aux préjugés sexistes dans les salles de classe. Barry débuta sa carrière comme procureur adjointe au bureau du district attorney du comté d'Essex, New Jersey, en 1974, à une époque où les rues de Newark et d'Elizabeth étaient gangrénées par les cartels de drogue et les réseaux de crime organisé. Spécialisée dans les affaires de stupéfiants et de mafia, elle menait des enquêtes rigoureuses, interrogeant des témoins intimidés dans des bureaux enfumés, construisant des dossiers solides contre des barons de la drogue et des racketteurs. Sa réputation de procureur tenace grandit, impressionnant ses collègues masculins, qui la surnommaient parfois la Dame de Fer, pour sa rigueur et son sang-froid. En 1983, le président Ronald Reagan, admirant son travail acharné, la nomma juge fédéral au tribunal de district du New Jersey, un honneur rare pour une femme dans une ère où moins de 10% des juges fédéraux étaient des femmes. Sa nomination, confirmée à l'unanimité par le Sénat, marqua un jalon pour l'égalité des genres dans le droit, et elle siégea avec distinction, traitant des affaires de corruption, de droit civique et d'immigration avec une impartialité légendaire, son regard perçant disséquant chaque argument avec une logique implacable. En 1999, le président Bill Clinton, un démocrate, l'éleva à la Cour d'appel fédérale pour le 3e circuit, basé à Philadelphie, un poste prestigieux qui la plaça au sommet de la magistrature américaine. Elle s'y distingua par la précision de ses raisonnements juridiques, sa préparation méticuleuse, elle lisait chaque dossier avec une attention obsessionnelle, annotant les marges de notes serrées, et son attachement viscéral au processus judiciaire, refusant les raccourcis ou les compromis. Elle jugeait des affaires complexes de corruption impliquant des politiciens véreux, de droits civiques pour des minorités discriminées, et d'immigration où elle défendait les droits des réfugiés avec une compassion rare, rendant des décisions qui influençaient des lois nationales. Intransigeante face aux accords de plaidoyer qu'elle jugeait trop indulgents, elle protégeait les groupes vulnérables, comme les immigrants sans papier ou les victimes de discrimination raciale, dans des salles d'audience où sa voix, calme mais autoritaire, imposait le respect. Sa chambre, ornée de livres juridiques empilés et de photos de son fils David, était un sanctuaire de justice, où elle siégeait en robe noire, son regard scrutant les avocats avec une intensité qui intimidait même les plus aguerris. Après sa retraite en 2019, à 82 ans, Marianne mena une vie discrète dans son appartement de Manhattan, évitant les médias comme la peste et refusant les offres lucratives d'écrire des mémoires qui auraient pu la propulser sous les projecteurs. Elle soutenait l'éducation juridique par des dons anonymes, finançant des bourses pour des étudiants en droit issus de milieux modestes, un écho à ses propres origines dans le Queens ouvrier. Ses apparitions publiques étaient rares, et elle se tenait résolument à l'écart des événements politiques, notamment durant la présidence de son frère Donald, une période marquée par une polarisation extrême et une couverture médiatique incessante. Lors d'un procès civil pour fraude visant leur père Fred Trump, Donald confirma son décès en 2023 devant un tribunal de Manhattan, évoquant une journée difficile pour sa famille et soulignant son lien avec le petit-fils de Marianne, David Desmond, un neuropsychologue respecté. Sur Truth Social, Donald publia une déclaration émouvante, décrivant Marianne comme une femme magnifique, grande, élégante, une intellectuelle exceptionnelle et une juge remarquable. « Elle nous manquera profondément », écrivait-il, des mots qui contrastaient avec les tensions privées qui couvaient depuis des décennies, des tensions que Marianne allait révéler de manière explosive. Avant sa mort, Marianne lâcha des mots qu'elle avait eus pendant des décennies, des critiques cinglantes contre son frère Donald, captées dans des enregistrements secrets qui secouèrent la famille Trump comme un séisme. En août 2020, The Washington Post publia des conversations enregistrées en 2018 et 2019 par sa nièce, Marielle Trump, à l'insu de Barry. Ces bandes, légales selon la loi de l'État de New York qui n'exige le consentement que d'une seule partie, contenaient les critiques les plus franches et les plus acerbes jamais formulées par un proche de Donald Trump, révélant un portrait intime et impitoyable d'un homme vu de l'intérieur du cercle familial. Marie, qui venait de publier son livre Shock to Mushen Never Enough, How My Family Created the World's Most Dangerous Man, expliqua avoir enregistré environ 15 heures d'entretien en face-à-face avec sa tante pour se protéger dans un litige successoral sur l'héritage de Fred Trump, qu'elle estimait sous-évalué à 30 millions de dollars, loin de la fortune réelle de plusieurs centaines de millions. Ce qu'elle captura dépassa ses attentes, exposant un frère malhonnête, dépourvu de principes, motivé par un ego insatiable et une quête de validation publique.
Dans ses enregistrements, Barry accusait Donald de mentir systématiquement, de manquer de préparation dans ses décisions et de faire preuve de cruauté dans ses politiques, notamment la séparation des familles à la frontière sud en 2018, une mesure qui avait choqué le monde et indigné sa sensibilité de juge ayant traité des dossiers d'immigration. « Tout ce qu'il veut, c'est plaire à sa base », disait-elle à Marie, sa voix tremblante d'une frustration accumulée, dénonçant une image publique fausse, celle d'un homme pieux et compatissant qu'elle voyait comme une mascarade soigneusement entretenue. « Donald est cruel », répétait-elle, un mot qui résonnait comme un verdict, fruit de décennies d'observation. Elle affirmait qu'il ne lisait pas, ignorant même ses avis judiciaires sur des affaires d'immigration, des documents qu'elle rédigeait avec une rigueur méticuleuse pour défendre les droits des plus vulnérables. Sa méfiance était profonde, ancrée dans des souvenirs d'enfance et des désaccords d'adultes. On ne peut pas lui faire confiance, lâchait-elle, évoquant ses faillites répétées dans les années 1990, des échecs financiers qui avaient terni l'empire Trump et mis en péril l'héritage familial. Elle remontait à leur jeunesse dans le Queens, où les rues bruyantes de Jamaica Estate, bordées de maisons de briques et de pelouses soignées, étaient le théâtre de rivalités fraternelles sous la férule de Fred Trump. Elle décrivait un Donald gâté, capricieux, à qui elle faisait ses devoirs pour l'aider à survivre aux exigences du lycée, un acte de loyauté fraternelle qu'elle regrettait parfois. Plus explosive encore, elle accusait Donald d'avoir payé un certain Joe Shapiro, un ami d'enfance, pour passer le SAT à sa place afin d'entrer à l'université de Pennsylvanie, une allégation qui visait les racines mêmes de son parcours académique. Cette accusation, bien que non prouvée, fit scandale. La veuve et la sœur de Shapiro nièrent catégoriquement au Washington Post, affirmant qu'il n'avait jamais passé d'examen pour quiconque. Mary Trump précisa par la suite qu'il s'agissait d'un autre Joe Shapiro, mais cette personne n'a jamais été identifiée publiquement, laissant un mystère planer sur la véracité de l'histoire. Donald Trump rejeta l'accusation, la qualifiant de totalement fausse et diffamatoire, une attaque d'une nièce amère cherchant à vendre son livre. Barry se souvenait d'un incident particulièrement révélateur après sa nomination comme juge fédéral en 1983 par Ronald Reagan. Lors d'un dîner familial dans leur maison du Queens, autour d'une table chargée de plats traditionnels, roast beef, pommes de terre rôties et tarte maison, Donald tenta de s'attribuer le crédit de sa nomination, vantant ses prétendues connexions politiques. « Si tu dis ça encore, je t'écrase », l'avait-elle averti, furieuse, défendant son mérite, fruit d'années d'études acharnées et d'un travail rigoureux, non d'un coup de pouce fraternel. Cet échange, chargé de tension, révélait une dynamique familiale où l'ego de Donald éclipsait souvent les accomplissements des autres. Aux funérailles de leur père Fred Trump en 1999, dans une chapelle bondée du Queens, entourée de promoteurs immobiliers et de politiciens locaux, elle notait avec amertume que Donald fut le seul à ne pas parler de leur père lors des éloges funèbres. Tout tournait autour de lui, disait-elle, décrivant comment il transforma un moment de deuil en une tribune pour son propre récit, un comportement qui cristallisait son égocentrisme. Les enregistrements révélaient des tensions anciennes, comme une période dans les années 1980 où Donald cessa de lui parler pendant 2 ans après des différends sur des affaires immobilières, un silence glacial qui marqua profondément Marianne et illustrait les fractures au sein de la famille. Donald louait publiquement sa sœur comme une juge brillante, notamment lors de la campagne de 2016, où il la présentait comme un pilier familial et une intellectuelle respectée. Mais en privé, elle nourrissait de sérieux doutes sur son caractère et ses capacités de dirigeant, un fossé entre l'image projetée et la réalité intime qui éclata au grand jour avec ses bandes. Mary Trump justifiait les enregistrements comme un moyen de protéger la vérité dans un litige successoral remontant à 1999, après la mort de Fred Trump. Elle accusait la famille d'avoir menti sur la valeur de l'héritage, qu'elle estimait à des centaines de millions de dollars, bien au-delà des 30 millions déclarés dans le règlement, un conflit qui alimenta sa défiance envers ses oncles et tantes. Les révélations, publiées en pleine campagne électorale de 2020, à l'approche de la Convention nationale républicaine, amplifièrent l'examen de la dynamique familiale Trump dans un contexte politique déjà polarisé. Pour les opposants de Donald, ces enregistrements confirmaient les récits de malhonnêteté et d'opportunisme décrits dans le livre de Marie, offrant une preuve interne d'un caractère cruel, égocentrique. Pour ses partisans, il n'était qu'une attaque opportuniste, orchestrée par une nièce désavouée et motivée par des rancunes personnelles et des ambitions littéraires. Les bandes jetèrent une lumière nouvelle sur Marianne Trump Barry elle-même, jusque-là perçue comme une magistrate réservée et respectée, une figure de l'establishment judiciaire qui évitait les controverses. Ses propos privés révélaient une désapprobation profonde, notamment sur les politiques migratoires de son frère, qu'elle jugeait inhumaines, en contradiction avec les valeurs de compassion qu'elle appliquait dans ses jugements sur les droits des réfugiés. Cette dissonance entre son silence public et ses critiques privées humanisait une famille souvent vue comme monolithique, révélant des failles et des ressentiments longtemps enfouis. La Maison-Blanche réagit rapidement pour minimiser l'impact de l'affaire. Donald, encore endeuillé par la mort de son frère cadet Robert Trump en août 2020, déclara laconiquement
Chaque jour, c'est autre chose. Peu importe. Mon frère me manque, et je continuerai à travailler dur pour le peuple américain. Ces mots, publiés sur Truth Social, reflétaient sa stratégie habituelle. Traiter les scandales comme des distractions routinières, tout en recentrant le récit sur son dévouement patriotique. Mark Meadows, chef de cabinet, qualifia les enregistrements de « politique habituelle » lors d'apparitions sur Fox News et CNN, remettant en question les motivations de Mary Trump. Il souligna qu'elle avait été exclue du testament familial après un litige successoral et qu'elle soutenait ouvertement Joe Biden, la présentant comme une adversaire politique déguisée en membre de la famille. « J'étais aux funérailles de Robert l'autre jour. J'espérais rencontrer Marianne là-bas. Elle ne s'est pas présentée », lança Meadows, insinuant une distance familiale et une absence de loyauté. Il contesta également l'idée que Trump ne lisait pas, affirmant « Il lit tellement que je dois travailler tard pour suivre son rythme ». Jason Miller, conseiller principal de la campagne Trump, adopta une approche plus émotionnelle sur Meet the Press de NBC, qualifiant de « honteux » le timing des révélations, publiées juste après les funérailles de Robert. Il présenta les propos comme une « rivalité fraternelle amplifiée pour des raisons politiques », insistant que Donald n'avait exprimé que de l'admiration pour sa sœur. « Il est très fier de ses accomplissements sur le banc judiciaire », affirma Miller, minimisant les enregistrements comme une affaire privée exploitée dans une guerre électorale acharnée. L'accusation concernant le SAT, niée par Trump et la famille de Shapiro, fut qualifiée des « invraisemblables » par Meadows, qui la rejeta comme un ragot non étayé, recyclé du livre de Mary Trump et amplifié par un enregistrement éthiquement discutable. Marianne Trump Barry, fidèle à sa réserve légendaire, ne réagit jamais publiquement à la diffusion des bandes, laissant le silence répondre aux accusations et aux spéculations. Donald, après sa déclaration initiale, évita d'approfondir, préférant détourner l'attention vers ses priorités politiques. En 2018, un scandale fiscal avait déjà terni la réputation de Marianne, préfigurant les révélations explosives des enregistrements. En octobre 2018, The New York Times publia une enquête accablante basée sur des milliers de pages de documents fiscaux, révélant que la famille Trump avait utilisé des stratagèmes fiscaux douteux pour transférer des centaines de millions de dollars de frais de Trump à ses enfants, dont Marianne, Donald et Elizabeth, tout en minimisant leurs obligations fiscales. Ces pratiques incluaient la sous-évaluation de propriétés immobilières, la manipulation de factures et la création d'une société écran, All County Building Supply and Maintenance, pour gonfler les coûts et répercuter des hausses de loyers injustifiées sur des locataires de logements à loyer modéré. Selon le Times, Marianne, en tant qu'avocate chevronnée et membre clé de la famille, n'était pas seulement une bénéficiaire passive, mais aurait influencé certains de ses arrangements, une accusation grave pour une juge fédérale tenue à des standards éthiques stricts. Cette révélation déclencha une tempête. Plusieurs plaintes furent déposées contre Barry pour inconduite judiciaire, déclenchant une enquête formelle par le comité de discipline de la Cour d'appel du 3e circuit en 2019. L'investigation visait à déterminer si elle avait enfreint les règles éthiques en participant ou en profitant de ses montages fiscaux, un conflit d'intérêts potentiel alors qu'elle était encore juge active, bien qu'en statut senior semi-retraité. Des anciens procureurs cités par le Times estimaient que ces actes, s'ils avaient été découverts à l'époque, auraient pu justifier une enquête pénale pour fraude fiscale, falsification de documents, voire escroquerie envers les locataires. Le Times rapportait que Marianne avait gagné des dizaines de millions grâce à ses stratagèmes, une fortune qui contrastait avec son image de magistrate intègre. En avril 2019, elle déposa ses papiers de retraite, un geste qui mit immédiatement fin à l'enquête, selon les règles qui limitent les investigations aux juges en exercice. Pour ses détracteurs, c'était une sortie stratégique pour éviter de rendre des comptes publiquement. Pour ses défenseurs, une décision légitime pour préserver sa dignité après des décennies de services irréprochables. La sénatrice Elizabeth Warren exploita l'affaire dans son plan anticorruption de 2020, citant Barry comme un exemple de faille dans le système judiciaire. Elle proposait de permettre les enquêtes sur les juges même après leur retraite, aux côtés de cas comme le juge Alex Kozinski, accusé de harcèlement sexuel, et Brett Kavanaugh, dont les plaintes furent classées après sa nomination à la Cour suprême. Si ce plan avait été adopté, le rôle de Barry dans les stratagèmes fiscaux aurait pu être examiné en profondeur, avec des sanctions possibles. L'avocat de Trump, Charles Harder, rejeta les accusations du Times comme 100% fausses et hautement diffamatoires, niant toute fraude ou évasion fiscale. Barry, mortifié selon ses proches, garda le silence, fidèle à son habitude d'éviter la presse. Le scandale renforça les appels à ce que Trump publie ses déclarations de revenus, qu'il refusa tout au long de sa présidence, alimentant les soupçons de manque de transparence. Comme le nota Gideon dans le Washington Post, si Donald Trump a bénéficié d'un stratagème présumé de fraude, peut-être devrions-nous examiner ses déclarations fiscales. Après sa retraite, Barry se retira encore davantage de la vie publique, vivant comme une ombre dans son appartement de Manhattan,
soutenant des causes juridiques par des dons anonymes, comme des bourses pour étudiants défavorisés, un écho à son passé modeste. Les accusations fiscales, jamais portées devant un tribunal, laissaient un doute sur son legs, ternissant une carrière autrement exemplaire. Ces critiques contre Donald, qu'elles soient sincères ou motivées par des rancunes familiales, révélèrent un empire fracturé, loin de l'unité affichée publiquement, offrant au monde un aperçu brut des tensions qui hantaient les Trump. L'histoire de Marianne Trump Barry n'est pas un simple scandale, mais un récit complexe de loyauté, de principes et de vérités dévoilées. Ces critiques contre Donald Trump, captées en secret, et les accusations fiscales ont exposé les failles d'une dynastie. En 2025, son silence brisé résonne encore. Était-ce sincère ou personnel? Changez-vous d'avis sur les Trump? Dites-le en commentaire, likez si vous avez aimé, et abonnez-vous à Au cœur des stars pour plus de révélations. À bientôt!